Comme il est l'heure, nous allons commencer notre travail dans le cadre de deux ateliers qui démarrent à 16 heures à l'heure au Japon. Moi-même, je suis Nishiyama, je vais assumer le rôle de modérateur. Nous commencerons par la présentation du professeur de l'Université Copenhague, Madame Bertrand Dallier Hansen, qui a fait une conférence hier. Et elle va faire sa conférence dans le cadre de COCR avec le titre Plurilinguisme et éducation interculturelle. Donc, je viens de présenter le thème éducation intellectuelle ou enseignement interculturel. Alors, Madame Petra, vous avez le micro. Merci beaucoup de cette introduction. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, merci d'être venu. C'est très tôt chez moi, c'est assez tard chez vous. Rebonjour à tout le monde. Donc, je vais faire aujourd'hui un atelier sur le plurilinguisme et l'éducation interculturelle. Ça veut dire que je vais me baser sur le concept du plurilinguisme, duquel on a parlé hier, mais je vais en fait élargir et aussi intégrer l'éducation interculturelle. Et en fait, dans la partie atelier, on va focaliser sur l'éducation interculturelle. J'avais fait une description de l'atelier et je me suis rendu compte que cette description est assez ambitieuse parce qu'on a seulement 1 heure. J'ai écrit comment l'apprentissage interculturel est-il défini et opérationnalisé dans le CECR et le volume complémentaire du CECR. Comment les définitions et les opérationnalisations de ces publications sont-elles liées à d'autres définitions et opérationnalisations dans le domaine? Les participants à l'atelier analyseront plusieurs conceptualisations clés et se fonderont sur cette compréhension théorique pour pouvoir analyser du matériel didactique. Comme je viens de dire, ceci était assez ambitieux. C'est comme ça quand on prépare des ateliers, on a trop d'ambition. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est je vais vous donner une très courte introduction, focalisant sur le cadre, le plurilinguisme et l'éducation interculturelle. Et après, nous allons faire un atelier où c'est à vous d'analyser 2 conceptualisations basées sur une analyse d'un matériel didactique que j'ai choisi. Et vous devriez trouver tous les matériaux dont vous avez besoin dans un espace qui a été fait pour mon atelier. Donc, et les 2 conceptualisations sur lesquelles on va se baser sont compétences pour une culture de la démocratie du Conseil de l'Europe de 2016 et puis le volume complémentaire du CECR aussi du Conseil de l'Europe en 2018. Voilà, pour cette très courte introduction, je vais en fait me baser sur le module de découverte du CARAP FREPA, dont je vous ai parlé hier déjà, et vous pouvez trouver ces matériaux sur notre page d'internet. C'est disponible à tout le monde. Vous voyez, vous allez à la page CARAP et vous trouvez le module de découverte ici. C'est en fait des matériaux de formation qu'on a mis à la disposition de tout le monde. Donc, dans ce module de découverte, on souligne justement que dans le cadre qui a été publié, comme vous le savez certainement, en 2001, on écrit le suivant en référence à la compétence plurilingue et pluriculturelle.
Un même individu ne dispose pas d'une collection de compétences à communiquer distinctes et séparées suivant les langues, tant il a quelques maîtrises, mais bien d'une compétence plurilingue et pluriculturelle qui englobe l'ensemble du répertoire langagier à disposition. On a donc cette conception d'une compétence globale concernant la compétence plurilingue et pluriculturelle. Le cadre a été publié en 2001 et dans le guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle, qui a été publié en 2010, en tire clairement les conséquences. Toutes les occasions pertinentes doivent être utilisées pour encourager la mobilisation des acquis dans les langues enseignées ou connues des élèves afin de faire émerger des convergences et de gérer au mieux le développement de leur répertoire plurilingue. Attendez. Parfait. Et on dit que c'était déjà dit dans le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, publié en 2007. Le caractère pédagogique de la définition de cette compétence plurilingue et pluriculturelle invite à articuler les enseignements de langue les uns aux autres en ce qu'ils sont susceptibles de mettre en jeu des compétences communes. Et dans le projet CARAP-FREPA, on distingue notamment entre deux types d'approches didactiques, les approches dites plurielles des langues et des cultures, qui réfèrent à des approches d'enseignement, d'apprentissage, dans lesquelles on traite à la fois plusieurs, et ceci veut dire plus d'une variété de langues ou de cultures, et des approches que l'on pourrait appeler singulières, dans lesquelles on se concentre de façon isolée sur une seule langue, une seule culture particulière. Donc, la distinction entre ces deux types d'approches didactiques dans le CARAP, une approche singulière où les langues et les cultures sont vues d'une façon représentée, d'une façon isolée, et puis les approches plurielles qui est justement le domaine du CARAP. On distingue entre 4 approches plurielles et on dit dans le module de découverte que ces approches, on les a vues pendant les 30 dernières années: l'éveil aux langues, l'intercompréhension entre langues parentes, la didactique intégrée des langues apprises. Ceci sont les approches plurielles des langues. Et puis, on a justement aussi l'approche interculturelle. Et bien sûr, toutes ces 4 approches correspondent à la définition que je viens de vous donner et sont placées sur le terme approche plurielle. En 2012, j'ai écrit un article en collaboration avec Michel Condelier et Anna Schröder-Zura où on compare le cadre européen commun de référence pour les langues au CARAP-FREPA, et où on fait une analyse du cadre et on dit que justement dans le cadre, vous trouvez ce que je viens déjà de dire hier, vous trouvez l'idéologie d'une approche plurielle en tant que compétence plurilingue et pluriculturelle. Mais en fait, la concrétisation que vous voyez dans les descripteurs, ceci représente une approche singulière, parce qu'ici, les langues sont vues, sont représentées de façon isolée.
par exemple, ici, vous auriez l'échelle pour l'anglais. Après, vous auriez besoin d'une autre échelle pour le français, pour le japonais. Les langues ne sont pas mises en relation. Dans le Karap Vripa, vous trouvez donc l'idéologie et la concrétisation d'une approche plurielle. Cette approche plurielle que vous trouvez du point de vue idéologique dans le cadre. J'ai écrit un autre article avec une collègue, Catherine Jäger, en 2015, où on a fait une comparaison entre les descripteurs du Karap et les opérationnalisations des définitions de compétences interculturelles de Mike Byram et Dalla Dierdorf. Et en fait, on peut voir que ces définitions se ressemblent, mais il y a bien sûr aussi des différences. Donc, dans le Karap, et je vous ai fait un screenshot de la page d'internet ici parce que vous trouvez tous en fait tout ce qu'on a développé, vous le trouvez sur la page d'internet. Donc dans le Karap, vous trouvez un tableau des compétences et puis on fait la distinction entre les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire. Donc et on travaille avec les compétences plurilingues et les compétences interculturelles. Donc pour les compétences interculturelles, vous auriez des descripteurs des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Quand on compare avec Mike Byram, par exemple, vous trouvez les compétences interculturelles ici, et il fait la distinction entre savoir, puis vous avez les savoir-faire qui sont inclus dans les savoir comprendre, savoir apprendre, savoir faire. Vous avez les savoir-être, vous avez une dimension très importante pour Mike Byram, savoir s'engager, qui est inclus dans quelques descripteurs du Karap dans les savoir-être. Et vous avez justement cette dimension savoir apprendre, et cette dimension dans le Karap est représentée comme dimension transversale. Donc vous trouvez les savoir apprendre dans les savoir-être et les savoir-faire. Dans la liste des descripteurs, vous trouvez les savoirs apprendre à la fin des descripteurs. Si ceci serait une plénière, je pourrais parler pendant des heures sur les compétences interculturelles dans le Karap. On devrait parler du concept de culture, de ce qui signifie interculturel, le concept de compétences. Il y a plein dans ce domaine, il y a plein de différentes opérationnalisations, mais ce que je vais faire là maintenant, c'est et vous allez le faire en fait dans l'atelier, on va focaliser sur deux opérationnalisations récentes qui ont été faites du Conseil de l'Europe. Donc la première, et j'en ai déjà parlé hier, là on a parlé de la compréhension plurilingue. La première, c'est du volume complémentaire du cadre qui a été publié en 2018, où on fait la distinction entre, dans le domaine de la compétence plurilingue et pluriculturelle, on fait la distinction entre exploiter un répertoire pluriculturel, la compréhension plurilingue, et exploiter un répertoire plurilingue. Donc maintenant, on va focaliser sur le domaine de l'interculturel, du pluriculturel. On sera donc dans cette dimension ici. Dans ce volume complémentaire, on écrit l'échelle, parce que vous avez qu'un domaine là pour le pluriculturel, et il renvoie à une autre échelle
pour établir un espace pluriculturel, et ceci se trouve dans la section médiation de la communication et non ici, car elle met l'accent sur le rôle dynamique du médiateur interculturel. Ceci est important de savoir. Vous avez donc deux échelles pour le pluriculturel. Aujourd'hui, on va seulement travailler avec une de ces échelles. Les trois échelles de cette section décrivent des aspects du vaste domaine conceptuel qui concerne l'éducation plurilingue et interculturelle. Et j'ai déjà dit ça hier, il renvoie ici au CARAP FREPA. Ce domaine est le sujet du CARAP. Dans CARAP, différents aspects des compétences plurilingues et interculturelles sont listés dans une structure hypertextuelle non liée au niveau de langue et organisée selon les trois vastes domaines, le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Le CARAP est consultable pour une réflexion plus approfondie. On y trouvera également du matériel pour une formation de son domaine. Très important de souligner cette structure hypertextuelle. Le CARAP, c'est un tool qui est très très complexe. Il n'est, par rapport à ce qu'on va voir ici dans le volume complémentaire, il n'est pas lié au niveau de langue. Ils disent justement qu'il y a les savoirs, savoir-faire, savoir-être, et vous avez aussi les savoirs-apprendre comme compétences transversales. Ou comme, comme dimension transversale. Donc voilà la première conceptualisation. Ceci, c'est du volume complémentaire. Vous allez travailler avec exploiter un répertoire pluriculturel et vous pouvez voir que le niveau pré-A1 n'existe pas, mais vous avez donc des descripteurs pour tous les niveaux, pour A1, A2, B1, B2, C1, C2. La deuxième conceptualisation, celle des compétences pour une culture de la démocratie du Conseil de l'Europe de 2016. Ils font la distinction entre aptitude, connaissance et compréhension critique, et puis les valeurs et les attitudes. Donc vous avez la possibilité, on va travailler avec les deux conceptualisations et vous allez faire le choix, vous allez choisir une conceptualisation et travailler avec un matériel didactique. Et là, ce matériel didactique, je l'ai trouvé dans la base de données du projet CARAP. Quand vous allez sur notre page d'internet, vous pouvez justement choisir une des 4 approches plurielles, langue, didactique intégrée des langues, l'intercompréhension pour le plurilinguisme et l'approche culturelle. Vous pouvez aussi choisir la langue des instructions pédagogiques, le thème avec lequel vous voulez travailler, puis aussi les niveaux. En fait, donc ici, en fait, vous avez la distinction, en tout cas, des âges, de l'âge des enfants, des étudiants avec lesquels vous voulez travailler. On n'a pas la distinction, comme a été dit, entre les niveaux du cadre. Voilà, le matériel que j'ai choisi pour vous, ça s'appelle Antonio et Ali. Et dans notre base de données, en fait, on a fait une collection de différents matériaux qu'on a trouvés dans des contextes très divers. C'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs langues qui sont représentées dans notre banque. Donc là, c'est du Conseil de l'Europe, tous différents, tous égaux, et vous pouvez voir que cet matériel-là existe dans la 3e édition maintenant. C'est un des matériaux là dans ce kit pédagogique. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de
lire. Tout d'abord, ce sont 2 pages qui se trouvent aussi là dans le matériel pour mon atelier. Donc, je vous demande de lire ce matériel didactique, Antonio et Ali, puis de choisir une conceptualisation, le cadre ou les compétences. Je vous demande, si vous avez du mal à faire un choix, de choisir les compétences. Faites une analyse du matériel basé sur la conceptualisation que vous avez choisie, et puis de préparer une courte présentation de votre analyse pour la mise en commun. J'ai fait un Padlet, je vais vous montrer ça après, et aussi dans le Padlet, si vous avez le temps, discutez les avantages et désavantages de la conceptualisation que vous avez choisie. Donc voilà le Padlet, et le lien pour le Padlet, il est là. Donc conceptualisation 1, conceptualisation 2. Si vous n'êtes pas sûr quelle conceptualisation choisir, choisissez celle-là. Et puis, si vous avez le temps, mettez des réflexions sur les avantages, les désavantages de la conceptualisation que vous avez choisie. Pour travailler avec ça, je vous donne je pense que je vais vous donner 30 minutes, parce que on va se revoir à 8h50 pour faire la mise en commun. Donc, je vous demande pour mettre vos remarques sur Padlet, de choisir la langue que vous décidez. C'est à vous de choisir la langue dans laquelle vous voulez écrire. Pour moi, bien sûr, pour vous comprendre, ça serait bien que ça soit le français ou l'anglais. Mais je pense que vous pouvez très bien aussi écrire en japonais ou en d'autres langues. On est là dans le domaine du plurilinguisme. Je vais après présenter en fait mon analyse. Donc, mise en commun à 8h50. Je vais regarder. Ah, d'accord, parfait. Ils m'ont mis tous les documents dans le chat. Parfait. Et aussi le lien pour le Padlet. Donc, on se revoit à 8h50. Alors, tout le monde réfléchira pendant 30 minutes avec les documents que nous envoyons par chat. À partir de 16h50 à l'heure locale, c'est-à-dire à l'heure du Japon, jusqu'à 16h50, vous allez travailler. Merci de préciser l'heure japonaise. Pardonnez-moi, j'ai tout à fait oublié. Merci de préciser ceci. D'accord, il y a des gens qui sont toujours en train d'écrire. Je vais vous donner une dernière minute. Empathy and Co. C'est une très bonne formulation. J'ai beaucoup aimé, il y a plein d'aspects intéressants dans ce que vous écrivez. J'ai beaucoup aimé le commentaire I must try it once in a real setting. Et c'est justement le point avec cet atelier. J'aurais pu vous présenter plein d'opérationnalisations. Il y en a pas mal dans ce domaine, mais là où ça devient intéressant, c'est est-ce qu'on peut se servir de ces opérationnalisations, quels sont les avantages, les désavantages. Et bien sûr, tout d'abord, moi, je me suis dit que je vais vous envoyer dans un breakout room, que vous allez essayer de faire ça ensemble par oral pour voir comment ça fonctionne. Et après, vous auriez pu avoir cette phase de réflexion. On avait tout simplement pas suffisamment de temps et c'était pas
très clair non plus comment le faire avec les différentes langues que vous parlez. Mais bon, maintenant, en tout cas, vous avez essayé de voir ce matériel. Vous avez fait la connaissance du matériel et vous avez aussi, vous avez aussi fait une analyse des conceptualisations à partir du matériel. Est-ce que vous voyez mes slides là maintenant? Ça va, Mayo? Vous voyez mes slides? Oui, parfait, merci. D'accord. Donc, quand on regarde l'opérationnalisation là de 2016 du Conseil de l'Europe, je pense que ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est et je pense que vous auriez découvert ça plus si vous auriez fait l'activité vous-même par oral. On a bien sûr cette phase de réflexion à la fin qui est très très importante. Donc on travaille là pour le contenu, sur les stéréotypes, sur les personnes d'autres cultures, mais dans l'activité, ils disent aussi que ça pourrait aussi être d'autres groupes sociaux. Ils parlent d'Antonio, Ali, ou on peut aussi parler de Hans, François, les femmes, les hommes, les homosexuels, etc. Donc les stéréotypes, focalisation là sur les stéréotypes. En même temps, on peut dire que la méthode, l'approche ici, c'est une histoire qui se construit en coopération. Et justement, cette construction d'histoire en coopération, ici, on touche justement à ces compétences inter, ou ici, on pourra aussi parler des compétences intraculturelles. Donc, on travaille ensemble pour construire cette histoire. Ensemble, on aura toutes ces différentes perspectives sur Antonio, Ali, Hans et avec ce qu'on avec quoi on travaille, et ça sera une construction en commun. Si on met ça maintenant dans le contexte d'un cours de langue étrangère, on travaillera aussi avec la langue cible. Et ça, c'est très très important. Quand moi, j'ai en fait décidé que on travaille plus ou moins quand on travaille avec cette activité, on travaille plus ou moins avec toutes les compétences qui sont décrites ici. Vous avez tout à fait raison que pour le contenu, ce sont surtout les valeurs, les attitudes, mais on travaille aussi avec l'écoute. Quand on fait ça par oral, l'écoute, l'observation, la connaissance de la langue, la souplesse, l'adaptabilité. On travaille aussi avec cette tolérance d'ambiguïté quand les autres construisent quelque chose et on n'est pas très clair, mais après on doit continuer cette histoire. Un aspect avec lequel on ne travaille pas, c'est sûr, c'est l'apprentissage en autonomie, parce que c'est justement une histoire qui se construit en coopération. Je trouve qu'il y avait quelqu'un qui avait mis que, en fait, cette phase, cette post-phase, donc cette phase après l'activité, la phase de réflexion, est extrêmement importante, et je vous donne tout à fait raison que les questions qui sont posées là, on pourrait très bien les améliorer. Et je veux aussi dire que, en fait, je pense qu'il faut faire attention avec ce genre d'activité, parce que dans cette activité, on reproduit de stéréotypes dans un cadre d'enseignement. Donc ici, il faudra justement travailler avec les attitudes, le respect et la responsabilité dans ce cadre d'enseignement.
et on pourra aussi travailler avec ces valeurs, ces attitudes dans d'autres, dans des contextes très différents. Par exemple, j'ai participé à un projet qui a été coordonné par Mike Byram sur Intercultural Citizenship, où on fait un projet Green Kids qui portait sur l'environnement, où des élèves du Danemark et d'Argentine ont travaillé ensemble et on a fait des interviews en fait après qu'ils ont travaillé ensemble, ils se sont engagés ensemble pour l'enseignement. On a fait des interviews après, on a pu voir qu'ils ont déconstruit plein de stéréotypes qu'ils avaient sur l'autre en travaillant justement ensemble, et se travailler ensemble, construire une histoire ensemble, c'est un aspect très 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 important dans cette activité Antonio et Ali. Voilà, pour faire une critique de cette activité, on peut dire que on n'utilise pas les termes savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir s'engager. Ici, on introduit d'autres termes. Il y a et les attitudes et les valeurs. Les savoirs apprendre ne sont pas très clairs ici dans les compétences. D'un point de vue enseignement de langue étrangère, on peut dire que les compétences communicatives sont incluses dans ce modèle, mais ne sont pas vraiment mises en valeur par rapport à cet enseignement de langue étrangère. Il manque bien sûr l'aspect de progression. Donc, pour l'autre conceptualisation, vous avez trouvé des descripteurs. On pourra, par exemple, focaliser sur les descripteurs où les préjugés sont nommés. Là, il serait intéressant de voir ce qu'il y a sur le niveau C1, B2, ce qu'il y a au niveau B1. Qui vont dans le même sens, mais il y a aussi des descripteurs là dans le C1 et aussi le C2 où on dit justement que pour le C2 par exemple, peut en fonction du contexte amorcer et contrôler ses interventions et sa façon de s'exprimer, montrer qu'il, elle, a conscience des différences culturelles et faire des subtils ajustements de façon à éviter et corriger des malentendus et des incidents culturels. Justement, dans ce genre d'activité, dans cette collaboration ensemble, on pourrait justement le faire à ce niveau, ou viser ce niveau C2. Et il y a bien sûr aussi cette rencontre où on peut parler de peut se comporter et s'exprimer de façon adéquate dans une rencontre interculturelle et admettre que ce que certains considèrent comme acquis dans une situation particulière ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Pour une vue plus critique, on peut dire que ici, la liaison entre la communication et l'interculturel n'est pas très claire. Il y a surtout cette complexité du répertoire pluriculturel où on peut dire que ici on a justement fait un choix de quelques descripteurs, et on peut aussi se demander, si on regarde justement l'autre opérationnalisation, quelle est la relation en fait avec d'autres définitions et opérationnalisation dans le domaine. Je vous renvoie à d'autres activités dans notre base de données pour découvrir d'autres activités. Et je vous dis merci beaucoup pour aujourd'hui. Je dois me dépêcher parce que je dois donner une autre présentation là à un séminaire du ministère ici au Danemark. Ceci était une très courte introduction, une très courte analyse basée sur 2 conceptualisations, et je vous remercie pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus de temps pour qui nous permettrait de rester ensemble. Je crois qu'il ne nous reste plus de temps. Bon, si vous avez des questions,
si les participants ont des questions, vous n'avez qu'à nous adresser les questions. Alors, nous allons passer au programme suivant. Nous allons inviter Madame Marisa Cavalli. C'était l'arrivée. Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Ah, bonjour Marisa. Je vais donc... Nous allons passer au dernier atelier. Madame Marisa. Bon, hier, Madame Marisa Cavalli, qui a fait sa conférence hier, et ce que Madame Marisa Cavalli va parler a des rapports avec le CECR, et j'aimerais bien résumer mes idées. Et c'est à partir de 2016 que le Conseil de l'Europe réfléchit sur l'enseignement ou l'éducation des enfants des émigrés. Et c'est dans ce cadre-là que un certain nombre de programmes de recherche ont été développés auxquels Madame Marisa Cavalli a participé. Donc, c'est à vous de parler. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Je vais essayer maintenant de mettre d'abord la présentation en ligne. J'espère qu'on n'aura pas le problème qu'on a eu hier. Je crois que c'est un peu mieux. Oui, ça va. Bonjour à tout le monde. Oui, grande responsabilité aujourd'hui, car je vais vous présenter un travail qu'on a fait à deux et une deuxième personne qui est très importante pour l'enseignement des langues, c'est Daniel Coste. Oui, la médiation est un thème de très très grande actualité. Nous allons explorer cette dimension, ce concept, à travers un cadrage général de la thématique. J'essaierai de faire un petit historique et puis j'essaierai de vous décrire d'une façon assez rapide le modèle conceptuel que Daniel Coste et moi-même avons élaboré en parallèle avec l'élaboration du volume complémentaire, et ensuite on essaiera de voir quelle liaison entre médiation et éducation, et j'espère pouvoir aussi vous présenter une dernière rubrique qui voulait être vraiment vous donner la possibilité d'explorer à travers des ressources qui sont disponibles en ligne cette dimension, et puis quelques petites conclusions. Alors, oui, je disais, la médiation, c'est une notion, on va le voir, qui est en évolution, qui est complexe. On la trouve déjà dans le CECR version 1998-2000. On va la trouver encore plus dans le projet d'actualisation et d'ajout de 2013. Et notre modèle prend en considération la médiation d'une façon quelque peu différente par rapport au volume complémentaire. Nous allons voir. Alors, oui, on dirait presque que c'est un effet de mode. Tout le monde parle de médiation. Et dans les plus différents domaines. Si on regarde quelques publications, vous verrez que les domaines dans lesquels on traite la médiation sont très différents selon les publications. Par exemple, Maria Statopoulou, qui écrit un excellent texte sur la médiation en 2015, évoque les études sur la communication et la technologie, sur la résolution des conflits et les affaires internationales, sur la traduction, la philosophie, la médiation culturelle dans la société et l'éducation, et bien entendu, l'enseignement des langues.
Geneviève Zarat, dans une publication de 2003, elle, c'est la grande pionnière de la médiation dans l'éducation interculturelle pour ce qui est de la France, évoque d'autres domaines encore, la psycholinguistique, la psychosociologie, la sociolinguistique, la pragmatique, l'analyse du discours, l'anthropologie culturelle et l'anthropologie de la communication. Emmanuel Huvert, sachez que les cahiers de la CEDL ont présenté 2 publications sur la médiation récemment. Là, ça n'est un. Penser la médiation dans une perspective diversitaire. Elle évoque le droit, la culture, la santé, la communication, notamment interculturelle. L'éducation, on l'a retrouvée aussi chez Maria. La diplomatie, vous voyez, il y a vraiment différents domaines dans lesquels on traite de la médiation, dont selon des paramètres disciplinaires complètement différents. Si de plus vous comparez les références, y compris dans le Brian North et Enrico Piccardo de 2016 ou 2018 sur la médiation, vous verrez que les références théoriques sont tout à fait différentes. Chacun a sa propre référence théorique. Donc, essayons de revenir aux sources. Alors, rappelons-nous que le CECR était présent et a été publié en 2001, qu'il y a eu une version intermédiaire dans laquelle apparaissait ce schéma, mais dont la réflexion date de déjà 1991. Donc, c'est vraiment presque il y a presque 30 ans, 29 ans. Alors, qu'était-ce la médiation? Alors, vous le voyez déjà, la médiation se situe entre réception et production et a affaire avec l'interaction. Il y a cette définition dans le CECR 2001, participant à la fois de la réception et de la production, les activités écrites et ou orales de la médiation permettent alors par la traduction, l'interprétariat, le résumé ou le compte rendu, vous voyez déjà des activités bien ponctuelles, de produire à l'intention d'un tiers une reformulation accessible d'un texte premier auquel ce tiers n'a pas d'abord accès direct. Les activités langagères de médiation, donc il s'agit bien d'une activité langagère de médiation, retraitant un texte déjà là, tiennent une place considérable dans le fonctionnement langagé ordinaire de nos sociétés. Et déjà là, Geneviève Zarat, en 2003, émet une critique et elle dit, s'il y a, vous avez vu, le CECR a une orientation qui est tout à fait linguistique. C'est souvent ça peut être intralinguistique, mais c'est surtout dans le CECR, on dirait interlinguistique, entre deux langues. Il s'agit de passer une information, une communication d'une langue à une autre, à un tiers qui ne connaît pas cette langue. C'est mettre à la disposition d'un tiers le contenu d'un texte. Donc, que dit Geneviève Zarat? S'il y a bien également référence à un espace tiers, l'activité de médiation y est présentée dans le CECR sous une forme restrictive. Bien évidemment, une spécialiste du plurilinguisme, de l'interculturalité, etc., pouvait se retrouver quelque peu restreinte dans cette définition. Plutôt dissocier des activités liées aux situations de mobilité, notion très importante pour nous, dont elle accuse la définition du CECR de ne pas être assez liée à ces questions de mobilité. Elle est illustrée par des compétences langagères conformes à un modèle scolaire, on l'a déjà dit. Elle est banalisée, située hors de tout contexte de tension. Là, de nouveau, un mot-clé que vous allez retrouver dans notre modèle. Limitée à des activités de reformulation, facilitant l'accès à une information qui se dérobe, qui est donc difficile à saisir.
Alors, en 2013, il a été décidé de lancer au niveau du Conseil de l'Europe un nouveau projet d'actualisation et d'ajout par rapport au CECR. Parce que justement, on se plaignait que la version 2001 ne présentait pas de descripteur pour la médiation et pour la compétence plurilingue et pluriculturelle. Et donc, à côté de cela, nouvelle échelle pour ces deux questions et des descriptions plus complètes des échelles pour la compréhension orale écrite, des descripteurs pour d'autres activités communicatives comme l'interaction en ligne, très importante. En 1981 et en 2001, la communication en ligne n'était pas encore aussi développée que maintenant. Donc, l'utilisation des télécommunications, la rédaction à des textes d'écriture créative et à la littérature. Et enfin, un enrichissement des descripteurs au niveau les plus bas, A1, et des niveaux C et C2, c'est-à-dire les niveaux les plus élevés. C'est le projet qu'a suivi et orienté et dirigé Brian North. À côté de ce projet, il y a eu la proposition d'un autre projet plus réduit qui consistait à s'interroger sur ce qui pouvait avoir changé dans la société depuis 2001, mais aussi depuis 91, et de quelle façon le CECR, ou tout au moins la réflexion du Conseil de l'Europe, pouvait se positionner au changement qui était en cours dans la société. Donc, on s'est dit qu'il y avait besoin de recomposer conceptuellement peut-être certaines idées du Conseil de l'Europe. On s'est dit qu'on élaborerait un modèle qui d'un côté était ambitieux, parce que l'ambition est celui de toucher différents domaines, mais modeste aussi à la fois dans le sens que ce n'est pas un modèle qui a l'ambition d'être vraiment complètement universaliste. Un modèle qui se situe dans la continuité et la logique du CECR et des travaux de l'unité des politiques linguistiques qui ont suivi. Je vous ai parlé hier de ce grand projet langue de l'éducation et langue pour l'éducation, qui a été vraiment un changement un peu de constituer un changement de paradigme par rapport au travail précédent du Conseil de l'Europe, qui ne se centrait que sur les langues étrangères. Et ce modèle essayait de faire appel à deux concepts. Vous voyez, en premier lieu, la mobilité, dont Geneviève Zarat plaignait un peu l'absence dans la définition de la médiation dans le CECR. Mobilité qui est allée se démultipliant et se diversifiant. Mobilité entendue vraiment dans le sens le plus large possible de la mobilité concrète, véritablement, les migrations, les déplacements de populations dus aux plus différentes raisons, mais également la mobilité sociale, la mobilité que les études donnent, etc. Et puis, on s'était dit que si on analyse le CECR du point de vue de l'individu et de la société, il y a un positionnement un peu central, un peu frontal, entre d'un côté l'individu et de l'autre la société. Alors que l'individu bouge dans la société plutôt à travers l'appartenance à des groupes sociaux, à des communautés de pratiques. Donc, ces deux concepts sont centraux. Et de plus, on a essayé dans notre modèle de prendre en compte justement deux dimensions qui nous semblaient un peu mises entre parenthèses, un peu oubliées, justement la médiation et l'altérité. Et cela a donné lieu au texte que vous voyez au bas de la diapo, éducation, mobilité, altérité, les fonctions de médiation
de l'école. C'est une deuxième version. Dans la première, nous prenions également en compte la question des migrants adultes. Texte téléchargeable, non seulement il y a une traduction en japonais par le professeur Imeta. Alors, là, vous voyez, quand on disait modeste, on n'a pas cherché des définitions trop complexes, trop articulées. Pour nous, la médiation tend, dans sa définition la plus générale, à réduire l'écart entre deux pôles distants et en tension. Dans la médiation, souvent, dans toutes les médiations possibles, il y a deux pôles qui font face l'un à l'autre, et parfois ces pôles se situent à distance ou en tension. Pôle, c'est pas seulement des personnes, comme cela peut être par exemple dans la médiation conjugale, mari et femme, et un intermédiaire qui essaie de recomposer des tensions ou des distances, mais ça peut être aussi une connaissance, ça peut être dans le cadre scolaire une discipline par rapport à laquelle, par exemple, un élève serait distant culturellement ou en tension. Donc, vous voyez, c'est vraiment souvent on fait dans cette étude l'utilisation de la métaphore. Alors, après la publication de 2015, nous avons essayé, Daniel Coste et moi-même, de voir dans quelle mesure, justement, le modèle conceptuel pouvait fonctionner dans différentes situations de aide sociale. Nous nous situons dans le cadre de l'intervention sociale en fonction de l'aide qu'on veut donner à des catégories d'acteurs sociaux. Donc, on a essayé, déjà en 2014, c'était les adultes migrants et le projet d'inclusion sociale de ces adultes migrants. En 2015, on a travaillé sur la réussite scolaire de tout élève en essayant d'appliquer ce modèle. En 2018, c'était plutôt l'inclusion scolaire et sociale des adolescents, issus de la migration. Dans un colloque à Sienne, j'ai traité de l'insertion sociale des détenus. Et avec Myriam Kuenat, en 2019, nous avons appliqué le modèle à la mobilité universitaire à des fins d'études. Avec Daniel Coste, de nouveau, en 2019, on a essayé de voir si le modèle fonctionnait au niveau de l'éducation bilingue. Et enfin, toujours en 2019, j'ai essayé de voir de quelle façon le modèle pouvait rendre compte de la fonction de médiation d'une institution internationale pour laquelle je travaille en tant que consultante, le CELV du Conseil de l'Europe. Et on a vu que le modèle, en fin de compte, marche toujours pour ce qui est notre finalité, c'est-à-dire le fait que nous voulons voir si cela est utile dans les situations d'intervention sociale et d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce modèle? C'est vraiment une citation prise d'un article donc assez concise, très sommairement réduit à son articulation majeure. Le modèle peut être caractérisé comme suit. L'acteur social, le sujet qui apprend. Donc tout acteur social apprend, se construit, se transforme par des processus de mobilité. Qu'ils soient réels ou métaphoriques, il y a des processus de mobilité. Cette mobilité s'opère à l'intérieur de groupes sociaux ou communautés, ou par l'introduction dans et la participation à de nouvelles communautés. J'essaierai de vous donner des exemples par la suite. C'est par la mobilité et cette introduction dans de nouvelles communautés que l'acteur social fait l'expérience de formes d'altérité qui sont relatives à sa propre perception, c'est-à-dire
pour nous, l'altérité, ce n'est pas quelque chose qui existerait per se, tout seul. Les formes d'altérité sont des formes de perception de l'individu par rapport aux autres, par rapport à une matière, par rapport à une situation sociale, etc. Donc, c'est plutôt la perception de l'altérité qui nous intéresse. La mobilité elle-même, l'introduction et la participation à de nouvelles communautés, la rencontre de cette perception altéritaire suppose des capacités d'adaptation culturelle et linguistique et exige, permettent la mise en place et ou le développement de compétences et connaissances d'ordre linguistique et culturel pour parties nouvelles. L'adaptation culturelle et linguistique ne va pas de soi et il importe que diverses modalités de médiation facilitent pour l'acteur social sa mobilité, son inclusion dans les communautés, son appréhension de l'altérité. Dans tous les cas, donc, l'action de médiation tend, comme on l'a dit tout à l'heure, dans sa définition la plus générale, à réduire la distance entre deux pôles distants ou en tension. Alors, quelles que soient ces modalités, la médiation est posée comme soit visant l'accès à des informations et connaissances, et nous avons appelé ce type d'information qui est très importante au niveau de l'école, médiation cognitive, soit comme contribuant à l'interaction, à la qualité de l'échange, à la résolution des conflits. Nous avons appelé cela médiation relationnelle, et là aussi, nous savons combien elle est fondamentale dans les situations scolaires et partout ailleurs. Ces deux formes, cognitives et relationnelles, non exclusives et souvent combinées ensemble, passent pour l'essentiel par une activité langagère de médiation. Celle-là même, mais sensiblement plus étendue que le CSR avait définie. De plus en plus, les acteurs sociaux sont connectés et membres de réseaux qui peuvent soit renforcer les communautés d'appartenance, soit faciliter l'entrée dans de nouvelles communautés, soit créer de nouveaux collectifs temporaires au plus durables. Alors, ainsi défini, tout reste encore terriblement abstrait. Essayons d'entrer de façon beaucoup plus concrète dans le fonctionnement du modèle. Alors là, nous avons les trois les trois concepts, la mobilité, les groupes, l'altérité. Alors, on a dit que tout acteur évolue, apprend dans des projets de mobilité. À ce moment-là, au moment où l'acteur social imagine un projet vers des groupes sociaux, excusez-moi, je me suis trompée, vers dans son propre projet, il s'active des processus de projection, c'est-à-dire l'acteur social se prépare, se met dans les attitudes utiles pour pouvoir entrer dans les groupes sociaux qui l'intéressent. Alors là, nous pouvons imaginer, par exemple, un élève et une discipline qui pour lui est très difficile, très distante, ou par rapport à laquelle il est en très grande tension. Là, évidemment, l'intermédiaire et l'enseignant a la nécessité de travailler avec l'élève pour qu'il se projette de façon, par exemple, très positive sur la communauté de pratique qui est la classe, par exemple, de mathématiques. Mais nous pouvons imaginer le détenu qui est dans une situation d'immobilité dans sa cellule, dans sa prison, et qui se projette dans un avenir qui doit être positif pour lui, qui par exemple travaille à un métier qu'il pourra exercer
par la suite en dehors de la société, bien évidemment, le formateur qui l'accompagne va essayer de lui donner les bonnes dispositions, les bonnes attitudes, les projections correctes par rapport à la communauté de pratique que sera, par exemple, le nouveau métier qu'il va exercer. Et ainsi de suite. Par exemple, l'étudiant universitaire qui va faire un échange avant sa mobilité réelle dans le pays étranger et dans les communautés de pratique qu'il va réellement et concrètement rencontrer, doit s'imaginer, doit se préparer, doit préparer ses dispositions, ses attitudes, ses représentations par rapport à ces groupes-là. Et c'est là que la médiation doit jouer. Alors, imaginons que tous ces acteurs, ces trois acteurs sociaux que nous avons imaginés, entrent dans les groupes et les communautés de pratique. Là, le médiateur doit travailler à des processus d'inclusion dans le groupe. L'étudiant qui a de gros problèmes par rapport aux mathématiques doit par l'enseignant être doté des outils conceptuels, des attitudes dans la plus relationnelle nécessaires pour aborder de façon moins complexe et difficile les mathématiques. Là, le détenu doit être accompagné par d'autres médiateurs à s'insérer doucement, tranquillement dans le nouveau groupe, le métier qu'il a choisi, et le médiateur doit veiller à ce que les connaissances soient adéquates par rapport au groupe, que le détenu comprenne, l'ancien détenu comprenne les règles du groupe, en comprenne le langage, et que les relations à l'intérieur du groupe soient intéressantes, soient paisibles. Donc, le troisième pôle de notre modèle conceptuel, je me trompe toujours, c'est l'altérité perçue. Alors, c'est très clair. Un élève qui dit je connais pas les mathématiques, je déteste les mathématiques, c'est qu'il ressent fortement l'altérité de cette matière et sa distance à lui par rapport à cette matière. D'autres altérités peut ressentir un ancien détenu qui rentre dans la société et entre dans une communauté de pratique qui est son nouveau métier. Donc, à ce moment-là, le médiateur doit plutôt travailler à des processus de focalisation, c'est-à-dire comment faire en sorte que les perceptions d'altérité soient amenuisées, soient relativisées. Et là, la focalisation joue justement dans le sens soit de donner, d'arriver à des points très concrets, très pointus, soit à élargir la focale pour donner une vision d'ensemble que peut-être la personne ne perçoit pas. Alors, vous voyez les actions, les processus qui se mettent en place et les actions de médiation que les différents médiateurs doivent utiliser. Eh bien, tout cela ne peut se faire qu'en prenant en compte justement la médiation d'information et également la médiation relationnelle. Et ces deux médiations ne se passent humainement que par l'activité langagière de la médiation. On en arrive toujours là. Le langage, c'est quand même le premier outil de médiation entre les hommes. Et là, à travers l'activité langagière de médiation, passe dans la médiation cognitive et relationnelle, dans des processus qui sont des processus d'approximation. Approximation dans le sens et de tentative approximative pour aider, mais aussi dans le sens de rendre plus proche à la personne ce qui est perçu comme altéritaire. Par exemple, justement, l'élève qui sent la matière distante, le détenu
qui sent son métier, son nouveau métier, le groupe de travailleurs avec lequel il travaille comme distant et autre que lui, hein, il s'agit de rapprocher à travers la discussion, à travers des processus justement langagés, ces personnes-là à leur situation. Donc, on l'a déjà dit, c'est déjà la 3e fois que je le dis, ça doit être important. Et naturellement, ces actions de médiation peuvent se réaliser de façon très, très différente entre, d'un côté, un groupe et un acteur social, un groupe social, une institution, ou alors une institution et de nouveau un groupe, un acteur social, un groupe social, l'institution, et ainsi de suite. Je veux dire, cette médiation se fait sur divers niveaux. Par exemple, je ne sais pas, un groupe syndical peut être amené à faire de la médiation par rapport à un seul acteur social, un enseignant en difficulté, par exemple, dans son école, ou alors un syndicat peut avoir à faire de la médiation par rapport à la classe enseignante, ou alors encore un groupe social peut avoir affaire à une institution, par exemple un groupe syndical et une école où un certain événement se serait reproduit. Donc vous voyez, les relations peuvent être véritablement multiples et toujours il y a une médiation au niveau des informations, des connaissances qu'on transmet et toujours une médiation des relations, des interpersonnelles et en même temps qu'une activité langagière de médiation. L'école, alors. L'école est une institution dont elle rentre, nous l'avons vu parmi les acteurs de médiation, et on peut la concevoir, si on la conçoit correctement, comme un dispositif global de médiation entre des individus, groupes divers, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, autres institutions, l'académie en France. Hein, et ça peut être des pôles à distance, des pôles en tension, et où la médiation est toujours nécessaire. C'est un lieu, on l'a dit, terriblement important déjà hier, parce que c'est le lieu de la socialisation secondaire et est en même temps un des moyens les plus puissants en vue de la mobilité scolaire. Si tout ce que nous avons dit hier est appliqué dans les classes. Et donc, cette mobilité scolaire est un prélude à la mobilité sociale de ces acteurs premiers qui sont les élèves. Si un élève réussit sa mobilité scolaire, s'il réussit petit à petit à monter dans ces degrés scolaires avec succès, avec tranquillité, calme, assurance, en acquérant toutes les connaissances nécessaires, c'est sûr que cet élève-là, de n'importe quelle classe il provienne, réussira à sa mobilité sociale. C'est un lieu où tous les professionnels, notamment les enseignants, mais je dirais aussi les chefs d'établissement dont on ne reconnaît pas assez, à mon avis, la très grande fonction de leadership, ont des tâches de médiation qui concernent et les relations et les connaissances, qui passent toutes par une gestion efficace du langage et des activités langagères de médiation. Déjà, on en a parlé hier. Elle doit être garante des droits des élèves à une éducation équitable, qui est un devoir et une responsabilité éthique et déontologique de l'école et de ses professionnels. Je suis personnellement persuadée que si nous pensons à l'éducation comme aux droits des élèves, à une éducation équitable, beaucoup de choses peuvent changer à l'école. Voilà quelques exemples de médiation et de dispositifs de médiation en milieu
éducatif. En Europe, souvent, on a pour les élèves migrants qui viennent juste d'arriver des dispositifs de médiation qui s'appellent des classes d'accueil avant la transition en classe normale. On a des personnels qui s'appellent médiateurs culturels ou médiatrices culturelles si c'est une femme qui collaborent dans une classe où sont accueillis des élèves migrants et ce sont des professionnels véritablement de la médiation culturelle. Une association de parents d'élèves qui intervient en faveur des parents étrangers, c'est de nouveau un dispositif volontaire de médiation. Un enseignant qui en classe se sert d'une maquette pour expliquer la structure d'un volcan, c'est un médiateur qui utilise un petit dispositif, un petit objet de médiation. Un élève, attention, parce que les médiations se font, on l'a vu déjà, avec différents acteurs à l'école, et il y a des médiateurs importantissimes si on les entraîne à faire cela, et ce sont les élèves. Un élève qui est compétent en langue de scolarisation et qui reformule pour un copain une notion que ce dernier n'a pas comprise, c'est souvent un médiateur beaucoup plus efficace qu'un enseignant qui ne comprend peut-être pas les difficultés de l'élève. Ou encore, une élève qui aide à traduire en langue de scolarisation la définition d'un concept qu'un camarade a élaboré en brésilien. Je parle du brésilien parce que je sais que vous avez chez vous des japonais d'origine, des immigrés d'origine japonaise et qui sont en réalité brésiliens. Donc, ils arrivent avec une autre langue que le japonais. Là, c'est des situations très efficaces de médiation. Et on pourrait continuer à l'infini. Tout instant dans les salles de classe sont des instants précieux de médiation. Alors, médiation, enseignement des langues et apprentissage. J'en viens maintenant à notre point de vue de Daniel Coste et moi-même, j'espère ne pas le trahir, par rapport aux descripteurs et aux échelles de niveau. Notre point de vue, par rapport à tout ceci, je vous le dirai tout à l'heure. Maintenant, je lis la définition du volume complémentaire par rapport à la médiation. Vous verrez que c'est beaucoup plus dense, ça évolue comme notion par rapport à ce que le Conseil de l'Europe disait dans le CSR 2001. Dans la médiation, l'utilisateur apprenant agit comme un acteur social, créant des passerelles et des outils pour construire et transmettre du sens, soit dans la même langue, médiation intralangue, et c'est très important, la médiation intralangue, soit d'une langue à une autre, médiation interlangue. L'accent est mis sur le rôle de la langue dans des processus tels que créer l'espace et les conditions pour communiquer ou apprendre, collaborer pour construire un nouveau sens, encourager les autres à construire et à comprendre un nouveau sens et faire passer les informations nouvelles de façon adéquate. Le contexte peut être social, pédagogique, linguistique ou professionnel. Donc, vous voyez là, vous avez un élargissement considérable de la notion qui passe à des dimensions beaucoup plus, je dirais, sociales, et nous avons des descripteurs. Alors, quel est notre point de vue? Ceci, nous avons écrit en 2019 et nous disons, tout d'abord, si les descripteurs, mais surtout les échelles de descripteurs, parce que personnellement, j'ai moins de, perplexité par rapport aux descripteurs que par rapport aux échelles. Ne nous font pas rêver. Ils ne nous empêchent pas, cependant pas non plus de dormir, et ce pour diverses raisons. Le succès indubitable que le CSR a rencontré, mais aussi les critiques dont il a pu être l'objet, leur sont largement dues. Bien d'autres composantes et apports du CSR ayant été en bonne partie oblitérés par les échelles de compétences
et un nombre très élevé de lecteurs ayant été en quelque sorte captivés, sinon obnubilés par ces dernières. Je dois vous confesser que je n'ai à la première, à la deuxième, à la troisième lecture du CECR, moi j'étais fascinée par l'apparat conceptuel de ce texte et que vraiment je ne voyais pas les descripteurs qui n'étaient pas à l'époque à mon avis utiles pour la situation dans laquelle je vivais. Ils étaient trop simples par rapport à l'éducation bilingue sur laquelle je travaillais. Toutefois, nous pensons que les descripteurs, quand ils sont bien utilisés, ils sont utiles pour positiver l'apprentissage, pour dire ce que les élèves can do peuvent réellement faire. Et ils peuvent rendre plus transparent pour différentes catégories d'acteurs les objectifs d'usage fonctionnel poursuivis, soit les enseignants, les élèves, les parents, l'institution, et la manière d'apprécier leur atteinte. Si on envisage les descripteurs plutôt que des produits, comme des processus, ils peuvent devenir des stimuli à produire, donc très utiles pour l'auto-formation de l'enseignant ou à faire produire dans l'enseignement. Dans ce dernier cas, les descripteurs peuvent aussi être pensés en termes d'actions pédagogiques et didactiques à mettre en œuvre ou de compétences à faire acquérir, d'activités à mener en classe. Donc, nous sommes loin de nier l'utilité des descripteurs. Mais nous disons que sans prétendre à une capacité qu'aucun outil au monde ne pourrait avoir, de rendre subtilement compte de la complexité des processus tant humains, cognitifs, affectifs, linguistiques et d'autres qui sont impliqués dans tout acte d'enseignement, apprentissage, les descripteurs pourraient quand même, mais de façon nullement exclusive, jouer le rôle de stimulateur d'action d'enseignement et d'apprentissage. Enfin, leur contribution à l'établissement de standards est de nature à autoriser des comparaisons entre des classes, entre des écoles, entre des États et à faciliter des circulations. Voici notre positionnement. Mais notre réflexion, surtout celle de Daniel Coste, a poursuivi. Et je tiens à vous faire passer ces réflexions parce que je les partage tout à fait. Et je trouve que là, Daniel Coste a bien saisi quelle était la grosse difficulté en 91 quand la réflexion a commencé, mais encore en 2001, puisque on n'a pas de descripteur de la compétence plurilingue et pluriculturelle, ni non plus de la médiation. Quelles sont les difficultés que ces deux gros concepts peuvent présenter et la résistance qu'ils ont aux descripteurs? Alors, pour la compétence plurilingue et pluriculturelle, Daniel Coste dit un système de gradation qui a été d'abord pensé et produit en relation à une langue apprise à partir de zéro et mené, quoi qu'on en dise, jusqu'à une near native competence, reste inscrit dans une logique monolingue de progrès continu, apprécié tout au long selon les mêmes critères, et ne peut tout simplement pas accommoder la pluralité linguistique et culturelle dans ce qu'elle a justement de plurilingue et dans les discontinuités et les recompositions que présente l'évolution des capacités plurilingues et pluriculturelles de tout acteur social. Alors, je vous rappelle que le répertoire plurilingue et pluriculturel tel que défini par Coste, Moore et Zarat est fait aussi de compétences asymétriques, de compétences partielles, qui justement s'accommodent mal d'échelle de niveau. On se situe là non pas dans la compétence, dans les compétences en langue, mais dans d'autres dimensions telles que
les attitudes, les représentations. Et pour ce qui est de la médiation, Daniel Coste demeure 2 points critiques fondamentaux et de faits liés. Et ça, c'est très important pour toute la réflexion qu'on vient de mener sur la médiation. Le premier point critique touche, là encore, la mise à niveau verticalisé de ces descripteurs, même présentés comme empiriquement vérifiés, et malgré la richesse potentielle de ce qu'induisent les catégories descriptives retenues, les échelles à 6 niveaux négligent que la médiation est toujours un événement singulier comprenant un objet, un contexte et un enjeu. En effet, et c'est là le second point critique, si elle passe bien par une activité langagière de production, réception, interaction, la médiation ne se ramène pas à une activité langagière comme les autres. Elle est plus complexe. C'est une action sociale finalisée, dont j'espère que notre modèle a bien rendu compte, qui s'apprécie en fonction de son processus. C'est un processus lent d'aide, d'intervention, et de son aboutissement, en particulier quant à la satisfaction des parties concernées. Si l'élève qui n'aime pas les mathématiques n'arrive pas après le processus de médiation de l'enseignant à l'aimer et à la comprendre, ou tout au moins à la comprendre, c'est l'école qui est un échec, ce n'est pas l'élève. Question de fond qui invite à penser que la médiation ne saurait être traitée comme les activités langagières déjà cataloguées dans le CECR. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait résisté au traitement initial de ces activités. Elle opère sur un autre plan, s'inscrit dans une autre logique de description et d'analyse et ne s'accommode que très partiellement des échelles de niveau pensées initialement et à d'autres fins. Ce qui signifie, dit Daniel Coste, à mon avis, qu'il ait besoin d'autres modèles pour rendre compte de ce statut très particulier de la médiation. Voilà. Alors là, je demande si vous pouvez me dire si j'ai encore le temps d'avancer avant les conclusions et vous faire un espèce de petit panorama d'outils très pratiques que vous pourriez trouver sur le site du Conseil de l'Europe. Mayo, qu'est-ce que tu me dis? Mayo? Mayo? Écoutez, moi j'essaie de continuer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, je t'entends, Marisa. Oui, est-ce que je peux continuer ou est-ce que vous voulez que j'arrive rapidement à la conclusion? Il nous reste 10 minutes, donc tu peux terminer. Oui, alors attendez, parce que maintenant j'ai tout perdu. J'espère vous retrouver facilement. Je ne sais pas la manœuvre fâcheuse que j'ai dû faire. Alors attendez, voilà, je le relance. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Excusez-moi, j'ai dû faire quelque chose de... Voilà, de nouveau, je suis là. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors j'arrive aux ressources. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Alors très rapidement, vous pourrez trouver à l'adresse la suivante beaucoup de documentation qui concerne certains aspects que j'ai illustrés ici. La plateforme, j'en ai parlé hier, tout le travail sur la langue de scolarisation, bien évidemment le cadre européen commun de référence, le volume complémentaire, etc., le portfolio, etc. Autre grande banque de ressources de tout type et de ressources déjà didactisées. Je ne dis pas prêtes à l'emploi parce qu'il n'y a jamais de ressources qui soient prêtes à l'emploi. Il faut toujours un temps d'adaptation. C'est le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe. Là, vous avez toutes les thématiques qui sont traitées. Vous voyez, il y a l'évaluation, la migration et l'éducation en langue, la langue des signes, l'emploi,
et les langues, l'apprentissage des langues depuis le jeune âge. Il y a la mobilité, les nouveaux médias dans l'éducation. Donc, il y a beaucoup d'activités qui peuvent vous présenter des matériels intéressants. Concernant le CECR, il y a des outils qui ont déjà été prédisposés, préparés. Par exemple, le projet QC CECR Qualimatrix, une matrice de qualité pour l'utilisateur du CECR. C'est Erika Picard, qui a fait partie de l'équipe de Brian North, qui a élaboré ce projet dans l'ancien programme. Mais sachez que dans le nouveau programme, il y a, programme 2020-2023, une boîte outils pour la mise en œuvre du volume complémentaire du CECR. On est déjà en train de mettre en ligne des outils. Il y aura un événement prochainement. Essayez de regarder sur le site. Si cela vous intéresse, vous pourriez assister à distance éventuellement à l'événement. Et notre projet coordonné par Maria Statopoulou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, médiation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation de langue. C'est un projet qui sera bientôt, dans 2 ans, terminé et qui travaille sur le descripteur médié des textes du volume complémentaire et qui présentera bientôt des matériaux intéressants pour vous. D'autres matériaux intéressants nous viennent d'anciennes ressources. Tout à l'heure, Petra citait le CARAP, bien évidemment. Regardez, dans les compétences citées, il y a aussi la compétence de médiation. Donc là aussi, vous avez une banque de descripteurs qui vont plutôt dans le sens des approches plurielles, de l'éducation plurilingue et interculturelle. Et enfin, tout dernier, c'est là aussi, Petra vous en a parlé, j'ai vu. Il y a ces cadres de référence pour les compétences de la culture pour la culture démocratique. Là, par exemple, comme déjà un peu cité par Petra, ces compétences-là et des aptitudes, les skills, comme ils les traduisent en anglais, ne concernent évidemment la compétence de médiation. Voilà, et j'arrive rapidement à conclusion. Alors, à travers le modèle que Daniel Coste et moi-même avons proposé, nous essayons de faire passer une vision de la médiation qui vise et s'appuie dans toute situation sur l'apprentissage des codes, etc., de communautés de pratique et le langagier. Une médiation qui, toute langagère qu'elle puisse être, passe d'un statut simplement langagé à un statut d'action qui se situe dans une perspective d'intervention sociale. Et dans cette perspective, une conception de la langue comme un ensemble de ressources langagères et culturelles qui exploitent la variation dans des processus de reformulation. J'ai peut-être mieux expliqué hier tous ces processus de reformulation qu'aujourd'hui. Une médiation qui vise, on a dit, à réduire la distance entre deux pôles en tension, une médiation au service d'un processus aussi bien de socialisation ou de resocialisation que de changement et de transformation, une médiation à assurer des droits en même temps qu'à définir des responsabilités. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie infiniment de votre écoute et s'il y a un temps pour des questions, je vous écouterai très volontiers. Merci. Merci beaucoup Marisa pour ton intervention, très intéressante, très enrichissante. Donc c'était sur le thème de la médiation que Marisa Cavalli a fait son intervention et
Vous connaissez déjà la médiation qui est indiquée dans le CECR et peut-être vous avez vu que l'idée sur la médiation était quelque peu différente. Mais vous verrez les explications dans le livre qui va être publié l'année prochaine. Je vous présente les explications sur les deux sortes de médiation. Donc, il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions, nous pourrons répondre au moins à une des questions. Madame Cavalli, dans vos propos, vous avez dit que la médiation a été une partie adoptée par le volume complémentaire de ces phares. Enfin, en partie, il y a une superposition. Mais je pense qu'il y a des aspects qui n'ont pas pu être saisis. Madame Cavalli et Monsieur Costa veut parler de la médiation qui n'est pas toujours possible d'être représentée par qu'un d'eux. Je crois que c'est une sorte de philosophie et pédagogique. Philosophie en matière de la philosophie. Alors aujourd'hui, dans ce groupe de travail, nous avons parmi nous le professeur Coste qui a écrit beaucoup d'œuvres avec Madame le professeur Cavalli, et le professeur Coste a l'honneur de nous écouter depuis tout à l'heure. Alors peut-être pour conclure, nous avons vous présenter le message qui provient de la part du professeur Daniel Coste. Voilà, donc c'est le message que le professeur Coste nous a envoyé. Bonjour à toutes et tous. Je regrette de n'avoir pu assister à l'ensemble des travaux du colloque en raison des effets du décalage horaire, mais il est clair que le pari a été réussi et il n'était pas facile à tenir, et que tant par la qualité de la préparation et de l'organisation technique que par la qualité des contributions présentées, cette réussite fera date. Enfin, je sais pas si ça fera date, si je peux être modeste. Voilà, donc c'est une réunion qui est ouverte aux spécialistes, différentes spécialistes. Je crois que ceci sera utile pour approfondir les différentes thématiques en matière de pédagogique et bien d'autres choses. Bon, ouvert largement des spécialistes de diverses langues. Pardon, je n'ai pas pu lire jusqu'à la fin le message qui a été affiché sur l'écran. C'est de la part de l'interprète. Bon, je reviens à l'interprétation de Monsieur Nishiyama. Voilà, sur ce, nous allons peut-être, nous nous approchons de la fin de ce colloque international, et je voudrais donc ici remercier tous les intervenants qui ont travaillé durant 2 heures. Marisa, merci de participer à ce. À cause de Covid-19, nous n'avons pas pu réellement organiser un présentiel à Kyoto, mais j'espère que l'année prochaine, la situation évoluera et que nous allons pouvoir à nouveau vous rencontrer à Kyoto. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et le professeur Costa, Daniel, Clara, je voudrais donc vous remercier à vous tous et merci également aux traducteurs. Bien, alors au revoir. 通訳の方々にも深く御礼を申し上げます。ありがとうございました。では皆さん、さようなら。Au revoir.